Bon, on va commencer. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir pour la conférence qui est organisée par les Jeunes Européens Strasbourg. Je me présente brièvement. Je m'appelle Romane, je suis en service civique aux Jeunes Européens Strasbourg avec Garance qui est également en service civique. Pour vous présenter l'association, les Jeunes Européens Strasbourg est une association transpartisane et pro-européenne qui existe depuis 1992 en France. C'est une association de jeunes Européens fédéralistes dont le but c'est de ramener l'Europe au plus près des citoyens. Donc, pour y parvenir, l'association organise de nombreux événements comme les conférences. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous retrouvons ce soir pour en parler. Cette année, l'association a eu cœur de revenir sur les guerres qui ont disséminé et détruit les territoires et ainsi les populations. C'est donc dans le cadre du projet Lieu de mémoire que nous en parlons. Malgré les décisions du passé, ce qui compte, c'est le projet européen et la coopération franco-allemande. Donc, ce soir, nous allons parler de l'architecture des lieux de mémoire et les reconstructions des après-guerres avec Monsieur Nicolas Lefort et Monsieur Laurent Jalabert ici ce soir. Donc, Monsieur Nicolas Lefort, vous êtes docteur en histoire, membre associé de l'équipe de recherche en sciences de l'Université de Strasbourg. Vous avez consacré votre thèse à la conservation des monuments historiques en Alsace de 1914 à 1964 et de nombreux articles à l'histoire du patrimoine alsacien. Vous êtes professeur d'histoire-géographie au sein d'un collège à Strasbourg. Vous êtes également chargé de mission aux archives de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue d'Alsace et vous avez publié un livre avec Michel Spitz en 2015 intitulé Hartmann-Wielerkopf, Monument national de la Grande Guerre en Alsace, aux éditions du Cygne. Monsieur Laurent Jalabert, bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur en histoire moderne à l'Université de Lorraine-Nancy. Vous êtes spécialiste des questions d'histoire, de frontières, de patrimoine lorrain, d'identité et de mémoire, particulièrement en lien avec le passé militaire. Vous êtes également directeur scientifique des Annales de l'Est et présidez le conseil scientifique du comité d'histoire régionale Région Grand Est. Donc, ce soir, nous sommes extrêmement ravis de vous accueillir pour nous parler de l'une-mémoire avec nous tous ensemble pour comprendre davantage et répondre à nos questions. Tout d'abord, je commencerai par vous demander qu'est-ce qu'un lieu de mémoire. Donc, je vous propose, Monsieur Laurent Jalabert, de commencer comme vous le souhaitez. Merci. Bon, enfin, il faut se lancer comme ça, Nicolas Voilà. dira sur besoin. Alors, je ne sais pas si on peut qualifier, tout au moins déjà dire que c'est une notion qui, évidemment, est apparue, qui a été largement popularisée avec Pierre Nora et ses ouvrages, dont la germination date de la fin des années 70, et puis après, progressivement, donc, qui sont édités dans ces années 80 et au début des années 90 pour le troisième volume, je crois. Je n'ai pas vérifié davantage, et qui détermine des lieux, comment les qualifier, des points d'ancrage qui peuvent aussi être, bien sûr, des lieux physiques, des monuments, mais également des individus, des symboles parfois, des livres également, et qui représentent quelque chose, justement, qui sont porteurs d'une mémoire collective. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout au long de la discussion, du mémoire collective. Donc, je pense qu'il ne faut pas se limiter à une vision trop matérielle, au moins lapidaire de ce qu'est un lieu de mémoire. Et je me tais, comme ça permettra à Nicolas de rebondir tout de suite, peut-être. Oui, c'est vrai que l'ouvrage de Pierre Nora consacré au lieu de mémoire couvrait finalement un champ très vaste avec à la fois des objets matériels comme les monuments, comme les cimetières, mais aussi des objets beaucoup plus abstraits. Mais vu l'intitulé de la conférence de ce soir, je pense qu'on se concentrera justement surtout sur les aspects matériels et à ces lieux de mémoire des grandes guerres du XXe siècle, enfin la guerre de 1870 et deux conflits mondiaux, sachant que ces lieux de mémoire, ils sont finalement assez hétérogènes. Donc, je l'ai dit, on a à la fois
les monuments commémoratifs, les champs de bataille, les ruines et vestiges de guerre, les musées historiques, etc. Et ces lieux de mémoire, c'est à la fois les lieux mêmes où se sont déroulés les événements tragiques, les événements guerriers, comme les champs de bataille, mais ce sont aussi des lieux euh, éloignés des événements, c'est-à-dire finalement des lieux où ne se sont pas déroulés les événements. Je pense notamment aux monuments aux morts des 36 000 communes de France, qui sont parfois très éloignés du lieu où se sont déroulées les guerres. Donc voilà un petit peu pour cette définition des lieux de mémoire. Alors, si je peux me permettre justement, pour abonder dans la même direction, hein, enfin, là, on peut se poser la question de savoir si, à l'égard de certains conflits, notamment anciens, par exemple pour celui de 1870, est-ce que l'on peut considérer que certains musées, par exemple, constituent des lieux de mémoire ou pas? Et je pense qu'on va assez vite arriver à la question vraiment de la qualification de ce qu'est fondamentalement un lieu de mémoire. Et donc, derrière de ce qu'est ces questions souvenir, mémoire, voilà. Mais c'est vrai que là, les musées, alors, ils peuvent être plus ou moins proches des lieux, des événements, mais si on prend quelque chose qui est hors de la région qui nous intéresse là, vous avez le mémorial de Caen. Alors, bien sûr, il est lié Caen, évidemment, c'était dans les secteurs liés au combat de 1944 particulièrement, mais il n'empêche, hein, il y a aussi quelque chose de plus globalisant, donc je pense qu'il y a aussi peut-être cette dimension muséale à prendre en compte, mais bon, je pense que tout se discute, mais il me semble, à titre personnel, que justement, on sent bien la géométrie variable. Je pense que, enfin, Nicolas, c'est peut-être aussi cela enfin, moi, c'est comme ça que j'ai perçu votre propos, une géométrie variable, hein, dans le temps et dans l'espace. Et il y a des modulations sur lesquelles on va revenir, enfin, j'imagine, concernant cet aspect, en fait, de la mémoire. Bah, merci beaucoup pour cette première question. Ça nous aide à comprendre davantage ce que c'est un lieu de mémoire. J'en aurais une deuxième. Peut-on distinguer souvenir et mémoire? Quelle sera la distinction? Grande question. Alors, je ne sais pas si Nicolas veut Oui, allez-y, Nicolas. Je dois dire que ça, c'est une question qui a été soufflée par Laurent Jalabert, donc il a sans doute, je viens. il a sans doute plus de choses à dire que moi sur la question, parce que finalement, bon, un souvenir, c'est un élément, de la mémoire. Souvenir, élément de la mémoire, et les monuments, les cimetières, les vestiges, ils permettent quelque part de fixer la mémoire, d'entretenir le souvenir. Voilà, sur ce sujet, je dois avouer que je sèche un petit peu, mais j'attends de voir ce que Laurent Jalabert va nous dire sur cette distinction, puisque comment Oh il mon Dieu, perçoit les choses. justement, ça fait partie des questions que je me pose depuis bien longtemps, pour savoir où est la limite et où est la distinction. Et là, effectivement, c'est l'idée que, je pense que l'essentiel a été souligné, c'est que la mémoire est, alors, à la fois la mémoire collective, mais aussi individuelle, parce que là aussi, c'est des questions d'échelle, je pense, se nourrissent de toute façon de souvenirs. Hein. Et que le souvenir lui-même, alors, il y a le souvenir, c'est ce que les Grecs aussi soulignaient, et c'est la question du souvenir primaire. Hein. Déjà, la mnémée, c'était déjà ça, ce que l'on peut porter en soi, mais et qui après, de toute façon, peut aussi se trouver ancré dans des éléments, par exemple, un monument. Hein. Les Grecs eux-mêmes, de toute façon, eux aussi ont pratiqué justement la question de ce qu'on appellerait des monuments morts, hein, sans galvauder, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu des rapatriements alors, de cendres, c'est une chose, hein. Bien sûr, ce sont les rites funéraires grecs et qu'ils ont, je parle d'Athènes là particulièrement, et il y a Thucydide à un moment qui raconte ça, et c'est assez intéressant parce qu'il raconte aussi le fait qu'on inscrit même des noms sur des colonnes. C'est vraiment ce que nous, c'est la pratique du monument mort là, et qui permet d'ancrer ce souvenir. Hein. Alors après, il faut aussi voir le souvenir, c'est quelque chose qui peut être très actif et qui est porté par un individu, mais
il y a aussi cette idée de la… Mais c'est pour ça que la distinction est toujours enfin, la frontière est très ténue, parce qu'il y a tout ce qui est de l'ordre de la réminiscence. C'est ce qu'on voyait aussi déjà chez les Grecs, hein, une sorte de réactivation, de réminiscence. Et là, on est, comment dire, qui rend en fait le souvenir en quelque sorte en permanence présent. Mais c'est là aussi qu'on voit que, toujours pareil, la limite avec la mémoire n'est pas très claire. Et à mon avis, la distinction, elle se pose sur la possibilité d'avoir un ancrage matériel, ça peut-être pour le souvenir collectif, hein. Aussi parce que, même si c'est un petit peu en parler de notre propos, hein, le souvenir, il est aussi bien sûr essentiellement déjà porté par des témoins d'une époque, hein. Et or là, en fonction des conflits dont on peut parler, évidemment, ben, les témoins, y compris même ceux de la Seconde Guerre mondiale, il y en a maintenant de moins en moins, hein. Donc, et c'est pour ça qu'à un moment, peut-être pour essayer de donner quelque chose d'à peu près clair en réponse, lorsque l'on a vu la fin des derniers poilus, par exemple, on a pu lire ici et là qu'on est passé de l'ère du souvenir historique que l'on est entré dans l'ère de la mémoire. Alors, peut-on être d'accord à 100% avec cela? Je ne sais pas, je pense qu'on peut en discuter, hein, mais vous avez compris ma position qui est une position de Normand que je ne suis pas, c'est-à-dire que la distinction entre les deux n'est pas très claire, à mon avis, n'étant pas philosophe de l'histoire, par exemple, hein, mais quoi qu'il en soit, un fait qui est bien concret, je pense qu'effectivement, la mémoire, notamment la mémoire collective, se nourrit de ces souvenirs. Alors après, ces souvenirs, ils sont plus ou moins faussés ou justes, selon. Ah, merci beaucoup pour cette précision. Peut-être que nos participants auront des questions plus approfondies sur cette distinction. Mais j'aimerais vous demander aussi, un lieu de mémoire est-il mémoriel, politique, religieux, touristique? Vous avez évoqué l'idée des musées. Est-ce que vous vouliez compléter cette idée? Comment caractériser un lieu de mémoire? Un lieu de mémoire, en fait, est tout à la fois mémoriel, ça tombe sous le sens, politique, religieux et touristique. Mémoriel, puisqu'on commémore le souvenir d'événements, notamment dans le cas des guerres, d'événements tragiques et de disparus par des monuments qui sont soit collectifs, soit individuels. Il y a une dimension évidemment politique, puisque ces lieux de mémoire, ils sont vecteurs de discours, ils sont vecteurs de symboles à la fois patriotiques, de symboles républicains, de symboles nationaux. Ils ont aussi une dimension religieuse, puisqu'on y trouve des symboles religieux, mais aussi des lieux de culte, des chapelles commémoratives, par exemple. Ils ont une dimension touristique, puisque les lieux de mémoire accueillent de très nombreux visiteurs. Et après la Première Guerre mondiale, on avait tendance à distinguer les visiteurs, enfin à séparer en deux catégories. D'un côté, les pèlerins qui se rendaient sur la tombe des disparus, sur les tombes des disparus, ou alors sur les lieux où ils avaient souffert. Et puis les simples curieux qui viennent visiter, par exemple, les champs de bataille, entre guillemets, pour le plaisir. Et puis, à ces dimensions finalement politiques, religieuses, touristiques, on peut ajouter aussi une dimension pédagogique pour le public scolaire et puis pour les adultes. D'ailleurs, si je n'ai pas déjà trop parlé, on peut prendre finalement un exemple concret pour montrer justement ces multiples dimensions. Vous aviez cité dans ma présentation le cas du Hartmannswiller Kopf, hein, qui est une montagne des Vosges qui a été âprement disputée par les Allemands et les Français pendant la Première Guerre mondiale, et où on a édifié un vaste ensemble commémoratif après 1918. Et l'architecture du Hartmannswiller Kopf, elle couvre justement toutes ces dimensions. On a à la fois la dimension patriotique avec un hôtel de la patrie qui a pour modèle celui de la fête de la Fédération de 1790 à Paris. On a une dimension funéraire avec un vaste cimetière
avec des tombes individuelles et des ossuaires, une dimension religieuse avec 3 chapelles, une chapelle catholique et un monument protestant et un monument juif. Voilà, donc on retrouve dans un même lieu de mémoire toutes ces dimensions politiques, patriotiques, militaires, funéraires, religieuses. Et concernant l'aspect politique de ces lieux de mémoire, et notamment le discours politique qu'il peut y avoir dans un lieu de mémoire et dans l'architecture des lieux de mémoire, toujours pour le Hartmann-Wielerkopf, un petit exemple, c'est que à l'origine, l'inscription qu'il y avait à l'entrée de la crypte, c'était « Ici reposent des soldats morts pour la France », donc un monument national. Et puis, dans les années 1970, quand on a restauré le monument, on a changé, on a mis beaucoup plus sobrement 1914-1918, Hartmann-Wielerkopf. Donc, on efface quelque part ou on réduit la dimension nationale. On était déjà dans le contexte de la réconciliation franco-allemande. Et aujourd'hui, le drapeau allemand flotte à côté du drapeau français à l'entrée de ce site qui a été réinauguré par le président français et le président allemand. Donc, voyez, on a beaucoup de choses en fait dans un lieu de mémoire. Alors, pour faire un peu non pas le pendant, mais un parallèle avec un autre lieu de mémoire, alors très connu évidemment, c'est sur le site du champ de bataille, enfin la rive droite de la bataille de Verdun. Là, effectivement, alors, ça fait partie vraisemblablement des lieux de mémoire incontestés dans le sens où, je parle de la Première Guerre mondiale, dans le sens où le nom résonne, même si les individus ne peuvent pas savoir nécessairement précisément ce qui s'y est passé, le nom résonne. Et ça, c'est un aspect important de la qualification d'un lieu de mémoire, c'est-à-dire il faut quand même qu'il soit vivant, il faut qu'il ait un sens. Alors, à quelle dimension, ça c'est une autre question qu'on abordera peut-être, mais ici on peut considérer que Verdun, vu le nombre de rues de Verdun qu'il y a en France, et puis les parrainages qu'il y a eu à l'étranger, donc ça avait un sens, ça a toujours un sens a priori, même si, pour rejoindre ce qu'a dit Nicolas Lefort, les choses changent avec le temps, hein. Mais notons quand même que s'il y a un drapeau allemand sur le Hartmann-Wielerkopf, il n'y en a pas à Verdun. Là aussi, c'est une chose. Et quoi qu'il en soit, ici à Verdun, vous êtes typiquement, effectivement, dans cette symbolique politique, religieuse, etc., avec déjà la forme même de l'ossuaire du Douaumont, alors que l'on peut interpréter de diverses manières, hein. C'est le glaive, c'est la hampe qui sortirait, hein, de l'épée, mais vous pouvez aussi, par extrapolation, envisager que c'est une partie, quoi qu'il en soit, c'est la partie supérieure de la croix latine, de toute façon, qui est présente. Il y a toujours la question, bien sûr, c'est à la fois c'est un lieu de recueillement, il y a la chapelle catholique. Il y avait le projet, comme à Haussmann, d'avoir justement la reconnaissance là pour des autres cultes, des autres confessions protestantes et israélites, hein. Alors, ça n'a pas abouti dans l'immédiat, hein, mais depuis, l'ensemble a été complété. Enfin, déjà, avant la Seconde Guerre mondiale, avec le monument israélite que les nazis n'ont pas détruit, d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et après, sous la présidence de Jacques Chirac, le monument musulman, hein, qui est présent. Parce qu'il y avait eu cette idée aussi pour Verdun, pour l'ossuaire, d'y greffer, justement. Ce qui aurait été une grande nouveauté, hein, parce que, alors, de mémoire, la grande mosquée début des années 20, je crois, à Paris, hein, ça aurait été une nouveauté, justement, d'avoir ici, là, une représentation religieuse sur du monde musulman. Et puis, la dimension politique, elle est assez évidente, elle aura été très nationale, et ce n'est somme toute qu'assez récemment, assez récemment, tout est relatif, hein, que la dimension nationale s'étiole. Et on le voit notamment à partir des discours présidentiels, particulièrement notamment alors déjà Charles de Gaulle, il y avait déjà des choses, même si ça restait très national, et progressivement avec les discours portés notamment par Valéry Giscard d'Estaing, hein, cette dimension européenne, justement, il y a une mutation. Mais quoi qu'il en soit, moi ça me marque toujours lorsque j'y vais, ça reste très très franco-français comme lieu de mémoire. Mais c'est aussi une ambiguïté, parce qu'il se veut à la fois
international dans le sens où il est porteur d'une image, bien sûr très négative, de la guerre, du sacrifice et de la portée d'un sacrifice. Mais d'un autre côté, on ne peut pas s'empêcher souvent en France d'y accoler une sorte d'aspect, si vous passez l'expression, cocorico. C'est très, très particulier, qu'il n'y a peut-être pas, évidemment, par exemple, au Rasmus Villers-Cotterêts. Enfin, je ne le perçois pas, personnellement pas comme ça. Mais, Effectivement, il y a moins cet aspect cocorico parce qu'on a une architecture qui est tout en retenue. Alors l'architecture oui, c'est tout en ça. retenue, c'est lié à la fois au site, mais c'est aussi lié au contexte particulier puisque on est en Alsace. Alsace qui était allemande, qui était redevenue allemande en 1871. Et donc, il y a aussi peut-être une volonté de ne pas trop heurter les Alsaciens qui, pour la plupart, ont combattu sous l'uniforme allemand et qui sont morts en fait pour l'Empire allemand. Alors, ne pas heurter les Alsaciens, encore que parce que finalement, les projets de monuments les plus grandioses au sommet du Hartmannswillerkopf venaient non pas des Français de l'intérieur, mais venaient justement des Alsaciens qui voulaient peut-être faire plus français que les autres. Oui. Mais pour revenir aussi sur la dimension des religieuses, alors c'est aussi l'ambiguïté qui peut subsister parce que vous savez, alors pour aller sur la question des monuments, vous en parliez tout à l'heure, des monuments communaux notamment. Alors, on sait déjà que les monuments dits aux morts, alors il y a les gros monuments qui sont sur site notamment, comme par exemple le Hartmannswillerkopf ou Verdun ou Bois Brûlé en Meuse, etc. Bref, il y en a énormément. Ça, c'est une chose, et qui ont un aspect, alors, pour certains, qui n'est peut-être plus tout à fait lisible parce qu'ils sont si liés. Alors, est-ce que ce sont encore des lieux de mémoire? Là, je pense qu'on peut discuter pour certains secteurs parce qu'ils sont parfois très liés justement à une histoire militaire et régimentaire, par exemple. Et là, je pense qu'il y a une sorte de, si ce n'est de hiérarchie, d'une part de lieux de mémoire incontestés, on en a cité deux grands, et à côté de cela, de lieux de quoi? D'un souvenir historique peut-être, davantage. Donc, je ne veux pas faire vraiment de hiérarchie, mais c'est pour dire qu'ils n'ont pas peut-être tout à fait la même portée. Ils n'ont plus la même portée. Parce que tout à l'heure, Nicolas Lefort a évoqué la question du tourisme, présente immédiatement. Bien sûr, dès la fin de la guerre, on connaît, c'est la question des guides Michelin déjà, etc. Il faut visiter les champs de bataille. Et là, on voit bien qu'il y avait déjà cette dimension du souvenir porté par les anciens combattants, comme vous l'avez dit, qui, eux, ils revivaient en quelque sorte quelque chose. Hein, et tenter de transmettre ça au moins à leurs enfants. Après, on connaît des photos où on voit c'est un peu transgénérationnel, des visites comme ça. Et progressivement, on sent bien que, quoi qu'il en soit, l'aspect émotionnel n'est plus le même. Je ne dis pas qu'il est absent, il n'est plus le même. Et que l'aspect touristique a pris le pas. Et que c'est très difficile, somme toute, de conserver peut-être certains critères à ces lieux de mémoire. Mais vous avez donc ces lieux de mémoire à contester, et puis d'autres qui le sont peut-être davantage sur les anciens champs de bataille. Et il y a tout ce qu'il y a dans les municipalités, dans les paroisses. Hein, c'est très connu, les plaques de paroisse. Et c'est pas seulement catholique. Vous avez également cela dans ceux qui n'ont pas été complètement saccagés dans des synagogues, par exemple. Et ça, c'est assez intéressant. Mais justement, l'aspect religieux que l'on trouve dans les lieux de culte, ça peut ne pas paraître étonnant. Mais vous avez bien, pour le voir, en Alsace et aussi en partie en Lorraine, c'est-à-dire la partie mosellane, vous avez aussi des symboles religieux qui sont sur la place publique, en quelque sorte, même si on sait que les préfets de la République avaient ordre, là, justement, de pousser à ce qu'en Moselle ou en Alsace, parce que c'est la même chose, on pousse davantage ces monuments aux morts vers le cimetière, à contrario, ce qu'on ne voulait surtout pas faire dans la France dite de l'intérieur. Et ce qui fait que cette question, je trouve, des monuments, on va dire communaux, pour ceux qui sont sur, on va dire, de façon un petit peu générique, sur la place du village, pour prendre justement une entité assez classique, celle du village, alors que c'est qui est souvent celle de la mairie et ou de l'église, selon la vision des choses. Il faut bien voir qu'elle est partout, là, elle est omniprésente, mais à contrario, et c'est pour ça que je repose cette question, est-ce que ce sont encore des lieux de mémoire? Parce qu'à contrario, dans des grandes villes, moi je sais que je fais le test avec des étudiants, quand vous posez la question dans les villes où vous connaissez le monument mort, etc., vous savez où il est?
Et c'est assez intéressant parfois de voir qu'il y a une méconnaissance de cela, et ce qui prouve somme toute que ces monuments hors grand site, si vous voulez, ne sont peut-être plus des lieux de mémoire, et je me tairai après, mais parce que ce sont des choses qui m'interrogent, parce que pendant très longtemps dans un village, les noms qui étaient dessus, ça évoquait le souvenir familial, etc., parce que vous avez une certaine, comment dire, une transmission, une certaine fixité aussi des familles. Maintenant, c'est fini tout ça. Vous avez énormément de brassage, et le monument aux morts qui est là, ce n'est plus le monument de certaines familles. Bien sûr, il incarne un collectif, mais est-ce qu'il ancre quelque chose justement dans la nouvelle communauté villageoise? Je prends l'exemple typique d'un village qui est devenu une cité dortoir, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, à proximité d'une agglomération importante. Est-ce que ça a un sens pour eux, pour les habitants qui sont là? Pas nécessairement, peut-être. Et je me tais pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, je vais laisser la parole à Garance qui va plus s'intéresser à la représentation d'un lieu de mémoire et vous poser quelques questions sur ce thème-là. Merci, pardon. Merci Romane et puis merci à vous deux pour toutes ces précisions, comme tu l'as dit Romane. Donc moi j'aurais une première question, puisque là on a plutôt défini pour l'instant ce que c'était qu'un lieu de mémoire, ce que c'était que la mémoire, etc. Comment est-ce que la sélection de ce qui allait devenir des lieux de mémoire s'est opérée selon vous? Nicolas Lefort, si vous voulez commencer. Et là aussi, c'est une vaste question. Et je dirais qu'il y a à la fois une initiative publique et privée, et qu'il y a une différence entre la guerre de 70, celle de 14-18, et ensuite la Seconde Guerre mondiale. Après 1870 et la défaite française et la perte de l'Alsace-Lorraine, on voit apparaître en fait des associations qui sont vouées à la mémoire des soldats morts pendant la guerre. Et ces associations, elles contribuent justement à l'édification des monuments et ensuite à leur entretien. Et là, on pense tout de suite au souvenir français, sachant que le souvenir français, il est créé à Neuilly en 1887, mais il est créé par un professeur alsacien qui s'appelle François-Xavier Nyssen. Et François-Xavier Nyssen, donc, il s'est installé à Neuilly et il crée cette association pour perpétuer chez les Alsaciens le souvenir de la France, et puis pour donc construire et entretenir ces monuments en souvenir des soldats morts pendant la guerre de 1870. Y compris d'ailleurs construire des monuments en Alsace allemande, puisque le souvenir français a eu l'autorisation de l'empereur de construire un certain nombre de monuments en Alsace entre 1870 et 1918. Et d'ailleurs, le souvenir français, il a un équivalent outre-Rhin avec le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, VDK, qui a été créé en 1919 dans le même but, celui d'entretenir les tombes et les tombes des soldats allemands et d'entretenir leurs souvenirs. Ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, on s'est très tôt préoccupé justement du devenir des champs de bataille et de la question des inhumations, puisque dès 1915, on a une proposition de loi qui envisage le classement comme monument historique d'un certain nombre de champs de bataille pour qu'ils soient conservés en l'état. Et dans le projet de loi, il est stipulé qu'il s'agit de servir d'enseignement aux générations futures. Et après-guerre, le relais est pris par les associations de tourisme et qui réclament la protection de ces sites, justement, à la fois dans un but mémoriel, mais aussi pour relancer l'économie touristique dans les sites conservés. Et c'est l'administration des beaux-arts et les militaires qui, ensemble, en fait, vont déterminer la liste des sites qui vont être protégés. Alors, cette liste, en fait, au départ, elle est très longue.
Parce qu'au début, on veut tout protéger, le moindre abri, le moindre observatoire, on va le classer monument historique. Mais très rapidement, on fait marche arrière et le regard va se concentrer sur un petit nombre de sites, les plus grands champs de bataille, ou alors les vestiges vraiment les plus importants, parce qu'il est impossible de tout conserver, à la fois pour des raisons pratiques, matérielles et financières, parce que la population veut un retour à la normale. Oui, donc à nouveau, j'abonde dans le même sens. Alors déjà, en partant de ce que vient juste d'évoquer Nicolas Lefort, évidemment, j'en parle aussi avec des étudiants quand on évoque un peu la question des ruines de guerre, qui ont été sacralisées tout au moins déjà. On voulait les sacraliser, ce que vous évoquiez à partir de 1915, avec cette dynamique de vouloir tout garder, etc. Il y a si on peut dire, une sorte de dynamique de guerre, de souvenirs et de sacralisation. Et après, il y a le pragmatisme qui l'emporte de toute façon, ce que l'on voit assez bien. Et d'ailleurs, pour aller un petit peu, non pas dans une autre direction, mais pour aller donner un autre élément d'explication, comment cette sélection se fait, il y a peut-être un élément qu'il faut envisager, c'est évidemment l'espace. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est urbain, ce qui est extra-urbain, déjà. Il est évident que tout ce qui était de l'ordre des villes et de la reconstruction s'est imposé, ce qui n'empêchait pas, par ailleurs, notamment une certaine monumentalisation de conserver un souvenir et donc de créer là quelque chose. L'exemple typique, c'est Verdun. Il y a eu l'idée de reconstruire Verdun à quelques kilomètres, 2-3 kilomètres plus au nord et de conserver les ruines de la ville. J'entends la ville, etc. Bon, évidemment, c'est la vie qui est revenue, point. On a reconstruit Verdun sur place. Donc, il y a cela. Et après, il y a ce qui est de l'ordre de l'extra-urbain. Et je trouve que nos régions sont assez intéressantes pour cela, parce que, à nouveau, la question des sommets vosgiens et des lieux de lutte pendant quasiment toute la guerre, de toute façon, une fois que les Allemands sont remontés, entre guillemets, ils étaient descendus dans le secteur de Saint-Dié, etc., ils sont remontés sur les hauts, entre guillemets, où ils ont été raccompagnés selon les versions. Et vous avez ça, c'est une chose. Et vous avez aussi dans d'autres secteurs, après, une fois que vous avez ces stabilisations, donc les hauts des Vosges, et vous avez une grande partie de l'espace lorrain qui, pas totalement, mais qui a été ou qui est devenu très forestier et qui est une forme de conservatoire. Et qui, de ce point de vue-là, a permis justement de donner une chance, en quelque sorte, à une activation ou une pérennité d'un certain souvenir. Et ça, c'est important parce qu'à contrario, quand vous voyez ce qui s'est passé dans le nord de la France, ou dans des territoires moins déjà aux topographies moins agité, c'est moins heurté, si vous voulez, et où c'est la reconquête agricole qui a largement primé et non pas la forestation, la reforestation, si vous voulez. Ça joue beaucoup. C'est-à-dire que là, c'est très, très ponctuel. Ça veut dire qu'il n'y en a pas, mais c'est très ponctuel. Et je pense que c'est peut-être un point qu'il faut prendre en compte. Donc, la question de la sélection des lieux de mémoire, alors, j'ai un petit peu, entre guillemets, qu'on dit couramment tiqué quand il y a eu la question, parce que je me suis dit, est-ce qu'on les sélectionne vraiment? C'est la grande question aussi. Parce qu'il y a des sélections qui sont opérées à certains moments. Je suis totalement d'accord. L'histoire des listes qui a été évoquée par Nicolas Lefort, les MH notamment. Sauf qu'il y a après ce qu'en font les individus. C'est-à-dire que, et c'est aussi là, la dynamique du lieu de mémoire, elle est dans la capacité d'une population, quelle qu'elle soit, à s'approprier les lieux et à entre guillemets, à les rendre vivants, à les activer en permanence. Sinon, on ne peut pas arbitrairement d'en haut, si vous voulez, imposer quelque chose. Et moi, je ne suis pas devin, bien sûr, mais je serais passé le centenaire, pour faire référence à la Première Guerre mondiale, je serais assez curieux de voir ce qui va se passer maintenant dans les décennies qui viennent. Est-ce qu'on ne va pas assister à une sorte de contraction, de réduction de ce qu'on pourrait appeler ces lieux de mémoire, vraisemblablement, de concentration? Je ne sais pas. Merci à tous les deux pour vos réponses. Du coup, j'ai une autre question par rapport à la représentation, cette fois plus concrète, entre guillemets, sur ces lieux de mémoire. Qui est-ce qu'on représente et comment on les représente? Est-ce que ce soit les soldats, les civils, etc. Je ne sais pas lequel des deux veut commencer, comme vous voulez. Je viens de parler
Nicolas veut parler. Moi, Oui. Alors, qu'est-ce qu'on représente? Parce que c'est pas seulement qui, finalement, c'est qu'est-ce qu'on représente. Euh, on a, c'est pareil, une grande variété avec des différences entre les grands monuments nationaux qu'on a évoqués, comme Douaumont, comme le Hartmannswillerkopf, les monuments qui sont voués à des unités ou à des événements particuliers, et puis les monuments communaux. Euh, avec aussi des évolutions, je dirais, dans le temps. Après la guerre de 1870, les monuments qu'on édifie sur les anciens champs de bataille, et qui sont surtout voués au souvenir d'unités particulières, bah, ils ont des formes assez classiques. Ça va être l'obélisque, ça va être la colonne en pierre, ça va être le groupe statuaire surmontant un piédestal avec à la fois des formes allégoriques, la- des représentations de lions, par exemple, des victoires ailées. Voilà un petit peu ce qu'on trouve justement après 1870. Et c'est des choses aussi qu'on va retrouver peut-être après 1918 dans les monuments aux morts communaux, où on retrouve souvent justement l'obélisque ou alors la figure du poilu. Encore que ça, ça, c'est valable outre-Vosges, parce que en Alsace et en Moselle, hein, la figure du poilu est quasiment absente, puisque les Alsaciens ont combattu sous uniforme allemand. Et après 1918, on a aussi les grands monuments. Alors, grands monuments qui, pour certains, ont une architecture historiciste très, très chargée. On a de véritables pâtisseries. C'est le cas, par exemple, à Dormans, donc le monument des victoires de la Marne, qui est de style néo-gothique. C'est le cas aussi dans le Pas-de-Calais avec Notre-Dame de Lorette, qui est de style néo-roman, néo-byzantin. Et puis à côté de ces architectures historicistes, on a aussi des monuments qui se veulent beaucoup plus modernes et qui, après 1918, emploient le béton armé, ce qui n'existait pas avant. Et donc, une architecture beaucoup plus moderne, beaucoup plus dépouillée. C'est le cas avec la tranchée des baïonnettes à Verdun, ou alors le monument du Hartmannswillerkopf. Et l'évolution, elle se poursuit après 1945 avec une tendance vers encore plus d'abstraction dans l'architecture et dans la sculpture. Alors, plus d'abstraction, là, je pense par exemple au camp de Natzwiller-Struthof, où on a édifié un mémorial national de la déportation, où on a finalement un mémorial qui a un plan circulaire et qui s'élance vers le ciel et qui est interprété par le public comme une flamme de souvenir, alors qu'en fait, ce n'était pas l'intention de l'architecte ni du sculpteur, puisque finalement le cercle à la base, c'est l'enfermement du déporté. Les lignes verticales, c'est l'évasion de l'esprit qui seul est possible pour le déporté. Le cercle est ouvert vers l'ouest, c'est-à-dire vers la France, terre de liberté, et la partie haute qui représente en fait la figure décharnée d'un déporté, elle est tournée vers l'est, c'est-à-dire vers l'Allemagne. Donc voilà, on a le passage finalement de choses que je qualifierais de classiques, même si le terme est sans doute pas bon, à des monuments qui laissent beaucoup plus de place à l'abstraction. alors, effectivement, c'est vrai, des formes classiques hein, qui sont d'ailleurs, lorsqu'on en parle de la forme obélisque, etc., quand on regarde d'ailleurs au niveau des gravures, souvent il ne nous reste que ça de la période, par exemple, révolutionnaire, où émergent déjà nombre de ces monuments aux morts, hein, qu'on a complètement oublié parce qu'ils n'existent plus physiquement. Pour la plupart. Enfin, oui. Là, on voit déjà ces formes traditionnelles, effectivement, que l'on retrouve. Et il ne faut pas oublier aussi
que il n'y a pas de enfin, le choix, il est parfois fait tout simplement pour des raisons économiques. Hein, ça, on le sait également, notamment dans les petites municipalités. Bon, ben, voilà. C'est-à-dire que au-delà de l'engouement, après, il y a la réalité financière, même si l'État, je parle de la France, là, accompagne, la République a accompagné, etc., sous certains critères, la création de ces monuments. Hein. La figure du poilu, oui. Alors, ce qui est assez intéressant, et là, je trouve qu'on est vraiment vraiment dans la thématique mémorielle. Il y a en Moselle, il y a des monuments qui, bien sûr, initialement, n'étaient pas. Je ne parle pas de celui de Metz où il y a le poilu hein, qui a subi les vanilles en 1940 avec la réoccupation allemande. Hein. Mais si ma mémoire est bonne, par exemple, c'est le monument de Agondange. Donc là, c'était pareil. Administrativement, c'était des gens qui étaient allemands, donc après 1871. Ils ont combattu sous l'uniforme allemand. Beaucoup de morts, bien sûr, la quasi-totalité, c'est des morts sous l'uniforme impérial. Et donc, il y a eu un premier monument aux morts, entre guillemets, classique pour l'Alsace et la Moselle. Hein. Et en fait, il y en a un autre qui a été construit, mais celui-ci, dans la période gaulliste hein, ou gaulienne. Et là, on est au milieu je crois qu'il est de 57 ou quelque chose comme ça. Et alors là, c'est la figure du poilu. Alors, c'est très ambigu parce que est-ce que c'est le poilu ou est-ce que c'est le soldat, vous savez, quoi qu'il en soit, avec le casque français, c'est-à-dire le soldat français de la Seconde Guerre mondiale. C'est très ambigu. Et il y a d'autres cas comme ça. C'est-à-dire que dans des secteurs où on ne s'attendrait pas à voir cette figure importante du poilu dans la France dite de l'intérieur, on la voit ici ou là arriver. Pour ça, je dis aussi aux étudiants, il faut toujours faire attention parce que des fois, vous avez des empilements comme ça sur des lieux. Alors, ça peut être pour des bâtiments, bien sûr, mais aussi sur des monuments. Il ne faut pas les prendre tels qu'ils sont pour dire, bah voilà, dès le début, c'était comme ça. Il faut se méfier aussi de cela. Sinon, par ailleurs, effectivement, hein, vous avez, en Lorraine aussi, vous avez Romagne-Faucon, là, c'est américain, mais c'est du néo-roman. Enfin, voilà, on trouve ici ou là tout ce mouvement, je ne sais pas comment vous l'aviez qualifié, historiciste, hein, Nicolas, peut-être, c'est comme ça que vous l'aviez dit. Hein, on le retrouve aussi, avec des figures évidemment à la fois classiques, mais alors c'est vrai que vous avez aussi, bon, ça, ce serait plus aux Strasbourgeois de le dire, mais par exemple à Strasbourg, hein, où ce monument qui est devant la BNUS, place de la République, c'est ça, je crois. Hein, vous avez ces deux corps dénudés, c'est-à-dire sans uniforme. Hein, c'est aussi révélateur de cette ambiguïté, enfin, cette réalité historique, c'est pas une ambiguïté, de cette réalité historique par ailleurs. Après, sur les formes, évidemment, je suis entièrement d'accord, ça va vers de l'abstraction, y compris sur moi, je connais d'autres monuments en Moselle, notamment, où là, on est dans des figures, vous évoquiez des choses liées au Stutthof, par exemple, hein, mais là, c'était à des figures parce qu'il s'agit de condenser, notamment dans cette monumentalité post-Seconde Guerre mondiale, à la fois la figure du combattant, on va dire, qui peut être volontaire quand même, je sais pas, ceux de la Francie, par exemple, mais aussi ceux des victimes. Et je pense que c'est quelque chose qu'actuellement on vit pleinement aussi parce que l'intégration dans la monumentalité actuelle, notamment liée aux attentats, par exemple, hein, et au débat qu'il y a eu, non pas autour des attentats, mais de quel type de monument que l'on va mettre en œuvre pour se souvenir des victimes des attentats, justement, on va vers des formes d'abstraction. Hein. On peut envoyer des exemples très récents, mais on voit cela, quoi qu'il en soit déjà, l'intégration des victimes, ça peut être l'aspect assez classique, si vous voulez, c'est par exemple, c'est pour les victimes des poteaux d'exécution. Vous savez, moi, près de Nancy, par exemple, il y a un fond de Champignol où là, il y a eu des exécutions. Vous avez c'est des poteaux de béton. Hein, on parle d'utilisation du béton, des poteaux de béton qui symbolisent bien sûr le lieu de l'exécution. Bar-le-Duc, il y a un endroit où il y a des jeunes qui ont été fusillés. Au sol, en fait, vous avez des plateformes rectangulaires qui symbolisent l'endroit où ils sont tombés, des choses comme ça. Merci. Oh, pardon, excusez, allez-y, monsieur Lefort. Oui, simplement, je pensais aussi que, encore une différence et encore une évolution, c'est que après 1918, on a une mémoire vraiment nationale, avec ces grands monuments nationaux et puis ces monuments communaux qui se déclinent dans toute la France. Après 1945, on a une mémoire qui est beaucoup plus éclatée. Parce que le contexte n'est pas du tout le même. Il y a eu la défaite de 40, l'occupation, et puis ensuite la libération par les Alliés. Et puis, on a des monuments, justement, qui vont être voués au souvenir
d'une part des victimes des atrocités nazies, on a la mémoire de la résistance, on a la mémoire de la libération, on a en Alsace-Moselle la mémoire des incorporés de force, des malgré nous, etc. etc. Et finalement, donc on se retrouve avec une mémoire éclatée et des formes différentes aussi selon les types, des représentations différentes selon les types de mémoire. Alors, tout à fait. Et pour aller dans le même sens, qu'il y a ces mémoires éclatées, parce que c'est typiquement ce que l'on vit, pas que pour les monuments, bien sûr, hein, on sait très bien en lisant les phénomènes sociétaux, mais quand on voit aussi ce qui se passe loin de l'Est, par exemple en Vendée, quand vous avez une remonumentalisation liée à la question dite, alors qualifiée par certains de génocide vendéen lié à la période révolutionnaire, vous avez une monumentalité qui s'est mise en place depuis. Alors, il y a eu des choses déjà au 19e siècle, un petit peu, et notamment sous la Restauration. Et puis, il y a un mouvement qui est très actif depuis les années 80-90. Et ça va, par exemple, par des vitraux nouveaux, donc dans des sanctuaires, mais aussi bien sûr des plaques, et des monuments en tant que tels, à des carrefours, des choses comme ça, et qui rappellent, et qui, à mon avis, même si les formes sont classiques, si vous voulez, enfin, dans ce type de monumentalisation, hein, c'est quoi que l'on soit pour nous révélateur, parce qu'on est loin, bien sûr, d'une vision unitaire, par exemple, de cette période révolutionnaire. Et on utilise la monumentalisation, une forme de monumentalisation pour. Alors pourquoi? Pour ancrer une mémoire très identitaire. Alors, les Vendéens pourraient vous dire c'est un lieu de mémoire, évidemment. Et là, je vous renvoie, et à la façon de parler, à toute cette littérature, notamment, vous savez, des guides du routard, soi-disant des lieux de mémoire. Ça me fait toujours un petit peu sourire, comme si tout était mémoire, et comme si tous les lieux d'histoire étaient nécessairement des lieux de mémoire. Ce qui n'est pas certain du tout. Et vous avez donc, pour des Vendéens, on va dire des Vendéens actifs, si on peut dire, pour eux, ça peut être des lieux de mémoire. Mais en quoi le fait d'avoir mis une plaque qui rappelle ce que eux, certains dénomment d'ailleurs comme un génocide, est-ce qu'on peut considérer cela comme un lieu de mémoire pour l'ensemble des Français? Je n'en suis pas certain. Vous voyez. Et on retourne à nouveau, c'est la question de la qualification, de l'échelle, de lecture. Voilà, c'est juste pour être dans le sens de l'éclatement des mémoires. Tout en sachant que, M. Lefort le sait sûrement mieux que moi, hein, que, y compris même chez les malgré nous, les incorporés de force, au sein même, hein, il y a eu des scissions assez rapidement, parce que liées notamment aux souvenirs de camps comme Tambov, etc. Et là, il y a des choses qui sont très intéressantes, parce que le souvenir porté n'était pas tout à fait le même, mais c'était lié à la captivité aussi. Ben, merci à tous les deux. Je vais vous poser encore une ou deux questions, puis après on passera aux questions du public. Donc je vous rappelle, cher public, que vous pouvez écrire vos questions dans le chat et que nous les prendrons très très vite maintenant, puisqu'il est déjà 19h22. Donc je voudrais vous demander, par rapport justement à ces lieux de mémoire, comment est-ce que le choix s'est opéré entre reconstruire et laisser en état? Et si on reconstruit, comment on reconstruit, notamment en donnant du coup à la mémoire une place dans le paysage du quotidien. Alors, le problème de la reconstruction, en fait, il s'est pas du tout posé de la même manière après 1870, après 1918 et après 1945, parce que la nature, l'ampleur et l'ampleur des destructions et leur localisation n'étaient pas les mêmes. Et Laurent Jalabert déjà a introduit une distinction importante à propos des lieux de mémoire avant, c'est-à-dire la différence entre les villes et les campagnes, si on veut. Alors, je crois qu'après 1870, on s'est assez peu posé la question de savoir s'il fallait reconstruire ou pas reconstruire dans les villes, notamment les villes bombardées comme à Strasbourg. On a reconstruit assez vite et on a reconstruit les monuments publics le plus souvent plus ou moins à l'identique et l'habitat dans le style de l'époque.
c'est après 1918 que ça se complique. Et ça se complique déjà finalement pendant la guerre, parce qu'on commence à réfléchir à ces questions déjà pendant le conflit. Alors bien entendu, juste pour avoir en tête quelques chiffres, il faut rappeler que le front, c'est 800 km de long, hein, de la mer du Nord jusque la frontière suisse. On a 13 départements qui ont été ravagés, 800 000 maisons détruites, 3 millions d'hectares de terres agricoles qui doivent être nettoyés, si on veut. Et donc, on a vite opéré aussi un classement, une catégorisation entre les zones vertes, pas trop touchées, des zones jaunes plus fortement touchées, et puis la fameuse zone rouge, c'est 120 000 hectares de terres totalement ravagées, où en fait, l'activité humaine ne peut pas reprendre, en tout cas pas reprendre dans l'immédiat, parce que la terre, c'est la zone de front, vraiment la zone de contact, c'est là où se trouvent les corps de toutes les victimes dont on n'a pas encore qu'on n'a pas encore exhumé. C'est là aussi que se trouvent toutes les munitions non éclatées, les réseaux de tranchées. Donc, tout est absolument à refaire. Et dans cette zone rouge, hein, on sait qu'il y a 24 villages qui n'ont jamais été reconstruits, hein, puisqu'ils étaient, pour ainsi dire, rayés de la carte. Et pour certains d'entre eux, on a juste finalement une chapelle commémorative qui marque l'emplacement du village. Je passe sur l'aspect juridique. Voilà, la question qui m'a intéressé dans mes travaux personnels, elle concerne surtout les monuments historiques, puisque ce sont des édifices qui ont aussi une forte charge symbolique. Et on a l'exemple de la cathédrale de Reims. La cathédrale de Reims, cathédrale du sacre des rois de France, qui est ravagée par les bombardements allemands pendant toute la Première Guerre mondiale. Et finalement, on a un très vif débat pendant la guerre et au lendemain de la guerre sur l'attitude à avoir. Est-ce qu'il faut conserver la cathédrale de Reims à l'état de ruine, ou est-ce qu'il faut la reconstruire, la restaurer à l'identique? Alors, on a d'un côté les écrivains et les artistes, hein, comme alors Edmond Rostand, qui dit la cathédrale de Reims, une honte pour eux, pour nous, un Parthénon. Ou alors Rodin, qui considère que finalement, on ne peut pas reconstruire une œuvre d'art, parce qu'une œuvre d'art détruite, elle est définitivement perdue. Et puis, de l'autre, il y a aussi le pragmatisme, hein, qui reprend le dessus, avec le service des monuments historiques, qui souligne que de toute façon, ces ruines, elles ne ressemblent à rien, qu'elles vont continuer à se dégrader rapidement, et qu'elles vont poser des problèmes à la fois de sécurité, d'entretien, et on décide finalement de reconstruire à l'identique, de refaire la cathédrale de Reims telle qu'elle était avant 1914. Et on a comme ça de nombreux exemples de monuments qui étaient parfois dans un état bien plus terrible que celui de la cathédrale de Reims, qui ont été reconstruits à neuf après 1918. Alors, c'est très intéressant, là, notamment la question des ruines reconstruites ou pas. Et parce que même si évidemment il y a eu cette volonté de ne pas reconstruire, de sacraliser après 1918 certains lieux, hein, on l'a dit plusieurs fois, le pragmatisme l'emporte, et on le voit très bien encore actuellement pour autre chose, hein, les débats qu'il y a pu y avoir autour d'Ouradour-sur-Glane. Je ne parle pas des débats historiques, je parle vraiment des débats sur la question de l'entretien de ces ruines, parce qu'on arrive dans une temporalité où sans cesse il faut le temps, la météo, hein, aussi joue son office, et que c'est très difficile de maintenir en l'état, comment dire, ces ruines importantes, hein, pour se souvenir de la barbarie, etc. Ça, c'est un point qui me semble important. Donc la sacralisation dans les choix, oui. Et si on revient sur l'exemple de Verdun, sans être monomaniaque, mais juste pour souligner cette ambiguïté, c'est que
vous savez, ces discours terre sacrée de Verdun, etc., etc. On ne reconstruit pas les villages sur place, hein, notamment Fleury et tout et tout. Et c'est très intéressant. Vous avez le village de Vaux, alors qui est en contrebas du fameux fort de Vaux, village de Vaux qui officiellement n'a pas été reconstruit. Ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est-à-dire que quand vous regardez les articles de journaux au début des années 30, terre ravagée, etc., etc. Et en fait, vous avez quand même, bien sûr, il y a une chapelle commémorative, mais vous avez quand même des maisons qui sont construites, des gens qui vivent là. Parce qu'il y a une sorte de nouveau noyau villageois qui s'est recréé parce qu'il y a eu une nouvelle voie ferrée, etc., qui s'est créée. Très intéressant. Sauf que là, il y a une sorte d'occultation volontaire, hein, d'une réalité, parce que vous y allez, vous verrez les maisons, elles sont toujours, il y a toujours des gens qui habitent dedans. Hein. Et donc, vous voyez qu'il y a toujours, c'est la question des choix dans certains secteurs, bien sûr, qui n'ont pas la même portée dans d'autres. Hein. Et pour aussi la façon pour aller sur la Seconde Guerre mondiale, alors c'est un exemple bien sûr, qui est connu, que j'ai développé avec des étudiants, mais on voit très bien cela aussi à Dresde avec la Frauenkirche qui a été reconstruite, mais alors bien des années, hein, plus d'un demi-siècle après la Seconde Guerre mondiale et après le fameux bombardement qui a ravagé Dresde. Mais vous avez dans la reconstruction de la Frauenkirche, vous avez l'intégration des anciennes ruines. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il reste une petite partie de cette partie du chœur, etc. Et des pierres qui avaient été brûlées, hein, qui avaient été, vous savez, qui étaient devenues noires en raison de la température et de la calcination. Hein, elles sont intégrées, et c'est une façon aussi d'intégrer le souvenir de l'événement, du drame, dans une reconstruction. Mais c'est vrai, pour finir là-dessus, que souvent on se rend compte que ce soit les monuments, alors, où ce sont de très bons pastiches, et en fait, on a du mal comme ça à voir par rapport en se disant que c'est une reconstruction, quoi. Ou ce sont des choses complètement différentes, avec l'utilisation du béton. Je ne sais pas, ces églises qui ont pu être en Meurthe-et-Moselle, en Meuse, etc. Il y a un certain nombre d'églises béton. On voit très bien, évidemment, ce n'est pas des choses qui existent, qui avaient été, ou dans la reconquête religieuse du 18e, ce n'est pas du tout ça, évidemment. Et là, vous avez cette reconstruction qui permet, je dis souvent aux étudiants, de lire en négatif en quelque sorte. C'est un paysage mémoriel en négatif. C'est-à-dire que quand on a l'œil averti, on se rend compte que ce sont des reconstructions, y compris de rues, de villages, de villes, etc. Et on peut considérer, et ça c'est peut-être trop purement intellectuel, on peut considérer que vous avez lié à une sorte de mémoire collective, hein, de lieu de mémoire collectif à travers justement cette reconstruction, la reprise de la vie. Mais bon, c'est qu'une idée comme ça, hein, évidemment. Comme ça fait 1 heure. Merci beaucoup Merci. pour vos réponses. Je peux poser directement les questions. Il y avait une question de Paul Brachet qui a malheureusement dû nous quitter, mais on va la poser directement comme ça, il pourra la revoir en replay. Comment apaiser le débat lié au lieu de mémoire, notamment quant à la contestation de ceux-ci? Il pense notamment à des lieux de mémoire comme le mémorial de Léopold II en Belgique ou celui de Bismarck à Hambourg. Alors, je ne sais pas comment. Enfin, à mon avis, la seule manière d'apaiser, c'est évidemment, comme je suis historien, je ne vais pas dire le contraire, c'est de faire un vrai travail d'histoire et un vrai travail de mémoire. Alors, déjà, occulter totalement, enfin, bannir, pas occulter, bannir complètement du discours, à mon avis, toutes ces notions de devoir, de mémoire, parce qu'il n'y a aucune injonction à se souvenir. Ça, je le dis sans cesse dans le discours politique en général, et je trouve ça agaçant. On ne peut obliger personne à se souvenir de quelque chose qu'il n'a, pas vécu, et il ne peut et porter une forme, admettons, de culpabilité sur là. Parce que Léopold, évidemment, c'est la référence à la question du colonialisme et des drames qui ont eu lieu, évidemment, hein, dans le Congo belge. C'est une réalité. Et c'est pour ça que c'est le travail d'histoire et c'est le travail des historiens, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a aussi la question de la vulgarisation, de la connaissance qui arrive dans l'ensemble de la société. Et là, de ce point de vue-là, tous les documentaires, etc., je pense que c'est le seul moyen d'apaiser les débats. C'est-à-dire que moi, ça m'avait marqué énormément quand vous aviez, dans le contexte de la loi Taubira, donc autour des questions aussi d'esclavage, vous avez des politiques à l'époque en France qui avaient dit les historiens devraient faire le travail, etc. C'était honteux de dire ça. Il suffisait d'aller dans n'importe quelle bonne bibliothèque universitaire et vous aviez tout ce qu'il fallait.
hein. On n'a pas attendu le livre noir du colonialisme pour savoir ce qui s'est passé, si vous voulez. Et donc, de ce point de vue-là, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, et là, on est typiquement dans des questions de mémoire. C'est une utilisation par des groupes d'intérêt, souvent, des lobbies, vous appelez ça comme vous voulez, hein, et qui, justement, mettent le doigt dessus en disant, en proclamant, et là, de ce point de vue-là, à mon avis, les réseaux sociaux font énormément de mal, en proclamant des choses, et ce n'est pas ça qui va apaiser le discours, parce que pour apaiser les choses, il faut aller dans la connaissance. Je me tais là, mais pour que Nicolas puisse rebondir au cas où. Oui, bah là, je rejoins Laurent Jalabert, hein, sur tout ce qu'il a dit. C'est vrai l'importance justement de faire de l'histoire. Et d'ailleurs, on le voit dans les projets récents en rapport avec les lieux de mémoire, notamment au moment du centenaire, que à côté des monuments commémoratifs et des sites de guerre, on voit maintenant émerger des mémoriaux, alors en pluriel, je trouve que ça sonne pas très bien, des historiaux aussi. En Alsace, il y a le cas toujours du Hartmannswiller Kopf avec le premier historial franco-allemand de la Grande Guerre, ce qui est une nouveauté pour éviter justement l'aspect cocorico et pour éviter qu'on continue à faire la guerre sur le site quelque part. Donc voilà, qu'il y ait une dimension à chaque fois à la fois scientifique et une dimension muséale, une dimension pédagogique pour justement expliquer, pour comprendre et pour éviter les conflits autour de ces lieux de mémoire. Et si je peux me permettre, je n'aime pas trop citer comme ça des phrases, mais c'est imparfaitement cité, mais Antoine Pro, dans un ouvrage, il avait, donc il a travaillé sur les anciens combattants, mais ce n'était pas ce sujet-là, il avait dit les historiens font le type d'histoire que la société leur demande. C'est-à-dire que sinon, on est dans notre tour d'ivoire et puis voilà, on n'intéresse personne. Donc, notre société actuellement, elle demande, on va dire ça comme ça, vous comprenez ce que je veux dire, demande une histoire mémorielle. Certes, eh bien, allons-y, mais une histoire mémorielle, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une histoire mémorielle et scientifique. Et ça, je pense que c'est vraiment, c'est-à-dire que à partir du moment où le mémoriel, ça rime avec une sorte de rejeu permanent d'un contexte, d'un passé qui est définitivement passé, parce que c'est toute ambiguïté, hein, notamment de ces lieux de mémoire, c'est que pour certains, ça peut être l'occasion de réactiver, de faire revivre quelque chose. Non, le passé est définitivement mort et l'historien vous dira toujours ça. L'historien ne recompose qu'imparfaitement un passé à travers la structuration de son discours historique et ça s'arrêtera à ça. Un historien conscient de son travail. À côté de ça, si c'est pour ne fonctionner que sur des images chocs, par exemple, si on prend ces questions, notamment même des statues de Léopold, etc., de vouloir, parce que c'est peut-être la question qui est implicitement ce qu'elle posait, il y a des statues dans l'espace public, vous savez, il y a eu tous ces tags et ces destructions sur des statues, y compris aux États-Unis, et pas seulement en Amérique du Sud, concernant Christophe Colomb, etc. Bon, voilà. Admettons, on les détruit. On les détruit pourquoi? On va les détruire là parce que ça ne plaît pas à certains groupes, parce qu'on n'accepte pas une histoire. Est-ce qu'il faut aussi accepter qu'il y a des statues qui sont dans l'espace public, elles sont aussi le témoignage d'une époque, d'une façon de penser d'une époque. Hein, et voilà, si vous prenez un autre, à contrario, Jules Ferry, les écoles, la Troisième République, etc., Monsieur Lefort, j'imagine qu'il y fait référence d'une manière ou d'une autre, enfin, ça dépend à quel niveau il enseigne, hein, mais c'est quand même quelqu'un, quand vous regardez ses discours, mon Dieu, je veux dire, le colonialisme, il n'était pas contre, on le sait très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire? On ne va plus parler de Jules Ferry, de ce qu'il a fait dans l'école, parce qu'il y a eu ça. Mais Jules Ferry, c'était un homme de son temps. Et je pense qu'avec des écoliers, on peut très bien leur expliquer que c'est quelqu'un qui pensait comme ça à ce moment-là, dans ce contexte-là présent. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut bannir sa pensée, il me semble. Mais il ne s'agit pas non plus de faire, de faire un grand décorum autour notamment de certaines statues. Il s'agit d'accepter le passé. Et moi, je pense que ça, c'est un vrai problème. Dans nos sociétés, et je parle notamment de la France, c'est d'accepter le passé. Et de ce point de vue-là, je pense que les Allemands, par rapport à ce qui s'est passé avec la Seconde Guerre mondiale et le nazisme, l'acceptation est plus importante. Et nous, on a un problème de travail de mémoire et travail d'histoire à l'égard de certains faits,
notre passé relativement récent. Voilà, par exemple. Merci beaucoup. J'ai une autre question, enfin deux autres questions qui proviennent des commentaires de Facebook. Donc, on a une question de Clément qui est la suivante. Dans quelle mesure y a-t-il eu durant l'annexation de 1940 à 1945 en Alsace-Moselle une destruction ou un détournement des lieux de mémoire de 14-18 ou de la guerre franco-prussienne par le régime d'occupation? Alors, pendant l'annexion, l'annexion de fait, hein, puisque c'est une annexion de fait, hein, hors cadre juridique de l'Alsace-Moselle entre 1940 et 1944, eh bien, justement, les Allemands ont détruit de manière quasi systématique les monuments commémoratifs français. À la fois ceux de la guerre de 1870 et ceux de la Première Guerre mondiale, à quelques exceptions près. Par exemple, on détruit le monument du Geisberg près de Wissembourg, qui était un monument qui avait été édifié à la mémoire des soldats morts pour la France pendant les guerres du XVIIIe siècle, la guerre de 1870. Il est dynamité. On détruit aussi toutes les statues commémoratives des grands généraux, Kléber à Strasbourg est déboulonné et il est sauvé in extremis, Rapp et Bru à Colmar, c'est pareil. Donc, toutes ces statues grands hommes, elles sont soit détruites, démolies, soit déboulonnées et mises au placard. Pour les monuments aux morts, on a souvent effacé, on les a souvent modifiés, on a effacé certaines mentions, certaines inscriptions ou certains éléments. Donc c'est vraiment une politique systématique là, qui a cours de 1940 à 1944, avec quelques exceptions. Euh, ben, toujours le Hartmann-Zillerkopf, on avait fait des trous dans les murs pour poser les charges, et puis finalement, les autorités ont renoncé à la dernière minute à le détruire, pensant qu'il n'était peut-être pas assez offensant. On n'a pas touché non plus au monument aux morts de Strasbourg que Laurent Jalabert évoquait avant, puisqu'il a une dimension pacifiste. Voilà. Alors, pour aller dans le même sens, évidemment, enfin, de ce que j'en connais pour la Moselle, là, donc dans cette partie annexée, à nouveau, effectivement, comme l'a évoqué Nicolas Lefort, là, il y a eu des destructions. Alors, je ne sais pas si elles ont été systématiques, je n'ai pas mené d'enquête, donc je ne peux pas être affirmatif de ce point de vue, mais il y a eu des destructions, ça c'est clair et net. L'exemple typique, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est le monument de Metz, hein, qui a été, alors, il n'a pas été détruit, il a été transformé. Hein. En revanche, le poilu qui était là, la statue du poilu, évidemment, elle a été enlevée. C'est une chose. J'ai connaissance de destruction d'autres types de monuments, par exemple, alors là, c'est hors secteur annexé, si vous voulez. Par exemple, dans le Lunévillois, il y avait là des monuments dédiés aux premiers Américains qui étaient tombés, hein, qui étaient venus dans ce secteur dit calme du front avant d'être mis davantage, en 1918, d'être davantage mis donc au front, si vous voulez. Et là, les Allemands, pour voir un peu ce que leurs nouveaux voisins avaient dans le ventre, si vous passez l'expression, avaient attaqué, etc. C'est là qu'il y a eu les premiers morts américains. Et donc, il y a eu un monument. Et ce monument a été dynamité, détruit là, vraiment par les Allemands, donc en 1940. Vous avez également, il me semble, dans le secteur de Reims, alors, évidemment, c'est très racial, monument dédié justement aux forces coloniales, à la force noire, hein, de Mangin, etc., et qui ont été détruits. Là, on a typiquement l'aspect vraiment nazi, bien sûr, et racial. Voilà. Donc, il y a des phénomènes de destruction, de toute façon, hein, qui sont bien sûr dans le secteur annexé, mais qui dépassent également. Mais en dehors, on sent que ce n'est pas systématique. Et tout à l'heure, j'ai évoqué une exception quand même assez notoire, hein, et notable, c'est celle du monument israélite qui n'a pas été détruit. Vous avez peut-être déjà vu des images, vous avez des grands drapeaux nazis, qui est la croix gammée qui est sur le monument, qui dissimule bien sûr les étoiles de David, etc., mais ils n'ont pas détruit. Alors, Hartmann-Zillerkopf, c'est la seule chose qu'ils ont détruit, c'est-à-dire le monument israélite. Par contre, la chapelle catholique et le monument protestant et tous les éléments funéraires et militaires, eux, ont été respectés. Donc,
Comme, c'est assez intéressant de voir. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai un petit peu, entre guillemets, tiqué quand vous avez dit que c'était systématique. Je veux bien vous croire, évidemment, pour la partie, notamment, que vous connaissez très bien, la partie alsacienne. Mais moi, comme je vous dis, j'ai pas d'enquête systématique hein, par rapport à ces destructions, mais vraisemblablement. Mais effectivement, dès que c'était, vous l'avez dit vous-même, vous avez utilisé le terme, dès que c'était à leurs yeux offensant, de toute façon, et là, il y avait destruction. Ça semble assez net. Alors, destruction ou effectivement remaniement de l'inscription, enfin voilà, et là, il se passait des choses. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. J'ai une seconde question de Victor qui a été posée sur Facebook. Il indique que vous parliez d'une possible contraction de ces lieux de mémoire 100 ans après la Première Guerre, les lieux physiques en tout cas. Voyez-vous en cela comme une perte de mémoire? Est-ce qu'aujourd'hui, cette mémoire se dématérialise pour passer sur le web, dans le cinéma par exemple? Est-ce suffisant? Et sinon, comment rendre les lieux de mémoire plus attractifs, peut-être? Et vous remercie également. Je me permets, Nicolas, vu que j'avais lâché, là, entre guillemets, la chose, concernant, je vais aller brièvement. Alors, contraction, c'est une question que je me pose, et évidemment, enfin, je ne pense pas que quelqu'un ici ait la réponse, hein, mais ça va avec le temps. Hein, les choses s'étiolent. Et effectivement, quelque chose comme Verdun a des chances de rester. Alors, je vous dis ça, même si à titre personnel, si j'ai amené des étudiants sur des lieux, ce n'est pas nécessairement là que j'amènerai des étudiants parce que je connais des lieux qui sont, d'un point de vue des structures tranchées, etc., subsistances, qui sont bien plus intéressants, si vous voulez. Donc, vous voyez, ça, c'est une chose. Après, la question du web, alors ça, je suis très content d'entendre ça parce que j'ai déjà abordé rapidement cela avec des étudiants en leur disant, je pense qu'il ne faut absolument pas négliger alors, la portée positive, bien sûr, d'Internet pour porter une mémoire. Alors, je ne sais pas, on peut prendre le portail, même si ce n'est pas lié qu'à 14 Europeana, etc. Là, vous avez des choses hein, liées aussi en France à la grande collecte. On sait très bien. Malheureusement, on sait très bien que sur la toile, il y a aussi le meilleur et le pire. Ça, c'est un peu le souci. Voilà. Et je me tais, peut-être que Nicolas Lefort veut dire quelque chose. Sur oui, la contraction là, des lieux de mémoire, Laurent Jalabert l'a dit, nous ne sommes pas devins. Mais on peut se poser la question justement de ces 36 000 monuments aux morts communaux, finalement, qui n'ont plus de vie, ou quasiment plus aujourd'hui. Il y a une cérémonie le 11 novembre avec parfois une demi-douzaine de personnes, et ça s'arrête là. Et les gens passent devant ces monuments sans s'arrêter, ni même y jeter un œil. Et l'entretien de tous ces lieux de mémoire, il a aussi un coût pour la collectivité. Et la question se posera peut-être de cette façon-là. Alors, pour ce qui est de la dématérialisation de la mémoire, bah, euh, on l'a peut-être déjà, on le voit déjà, par exemple, par rapport à la mémoire des attentats du Bataclan, où on a essayé de créer un mémorial en ligne. C'était sur le site du Monde qui avait comme ça publié des fiches biographiques sur toutes les victimes. Donc ça commence à se développer. Qu'est-ce que ça donnera dans le futur? C'est l'avenir qui nous le dira. Ouais. Mais c'est vrai que cette pratique, notamment pour les noms hein, sur le web, par exemple, hein, mais on retrouve là quelque chose que vous connaissez bien aussi. Vous savez, ces fameux livres des morts hein, qui ont été lancés. Voire aussi, ça fait écho à ce qu'on a pu voir dans des journaux à l'époque, hein, qui servaient de support en fait déjà. Alors bien sûr, il n'y avait pas d'Internet, c'était les journaux, les quotidiens qui étaient très très lus, et, grande diffusion, et qui servaient aussi de mémoriaux de papier, si l'on peut dire, au moins temporaire, de porte de souvenirs. Voilà. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, on va voir. C'est vraiment une question que je me suis posée au fur et à mesure et à voir un peu les façons dont se déroulaient ces cérémonies. Et d'ailleurs, Nicolas Lefort a raison hein, sur ces monuments, notamment communaux. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous avez une inversion complète et qui est due aussi aux générations. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas oublier qu'au début, bien sûr, la République est présente. Mais au début, ce sont les anciens combattants qui ont la main sur la cérémonie.
Et progressivement, avec le temps, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, vous avez un renversement. Ce qui fait que maintenant, c'est devenu quelque chose de très officiel et peut-être de trop désincarné, qui est peut-être une perte de sens. Hein. Et vous avez évidemment, mais c'est dû aux générations qui passent, hein, et vous avez toujours des anciens combattants, mais il nous semble mis en évidence, mais contrairement, quand on regarde des photographies sur les cérémonies de l'entre-deux-guerres, par exemple, c'est très intéressant, ils sont beaucoup moins au centre des choses. Et peut-être il y a déjà là une perte de sens progressivement, vraisemblablement. Et de ce point de vue-là, après, c'est un autre débat, mais faut-il, par exemple, vous savez qu'il y a eu des idées comme quoi, et on voit encore ça maintenant, hein, amener des enfants assez jeunes devant les monuments, etc. Voilà. Ce qui se faisait classiquement, je ne sais pas, les enfants, les petits-enfants, encore des combattants de 14-18, par exemple, c'est quelque chose maintenant qui ne se fait plus. Alors faut-il, entre guillemets, contraindre, pousser à ou pas pour tenter de maintenir, d'activer ou de réactiver? Je ne sais pas. Merci beaucoup. C'est très intéressant. J'ai une question de Mathilde dans le chat qui vous demande, que pensez-vous? Pensez-vous que les événements tels que les reconstitutions historiques mettent en valeur les lieux de mémoire? Assez large. Ah, je peux en dire quelque chose, mais j'attends Nicolas peut-être. Je ne vais pas Oui. monopoliser la parole. Reconstitution historique, parfois avec des guillemets, mais bon, ce sont des événements qui ont le mérite d'attirer le public sur ces lieux, mais euh, est-ce que ça donne plus de sens euh, au lieu de mémoire, justement, à proprement parler? Je ne suis pas certain. J'avoue être aussi alors dubitatif, hein, sachant que quoi qu'il en soit, notamment dans le public, dans notre public estudiantin, hein, vous avez toujours une frange de reconstituteurs. Pardon, j'ai hésité sur le terme reconstituteur. Il y en a toujours, et c'est un peu le vivier naturel. J'en connais, hein, j'ai déjà discuté avec eux. Et pour prendre un exemple concret, il y a eu notamment alors en 2016, c'est sûr, et puis je crois encore après, par exemple sur le site de Verdun, il y a eu un grand rassemblement comme ça de reconstituteurs. Alors moi, j'avoue que personnellement, j'étais un petit peu dubitatif parce que je ne suis pas, à titre personnel, je suis toujours un petit peu soupçonneux, si vous voulez. Hein. Ce sont des gens qui, justement, quand vous discutez avec eux, ont dans leur discours l'idée d'une pédagogie, d'une forme de transmission. Et ça, on peut l'entendre. Et pourquoi pas, hein. Maintenant, vous avez bien compris, je ne veux pas faire non plus l'historien, l'universitaire qui ne veut pas entendre, parce que c'est une autre façon d'appréhender l'histoire, hein, de la faire vivre. Mais ça veut dire quoi reconstituer aussi? Parce que ces reconstituteurs, vous les voyez, ce sont eux, vous savez, c'est les images notamment qu'on a pu voir, les fameux poilus autour du monument, des vrais faux poilus, bien évidemment, parce que ce ne sont plus les vrais, en uniforme. Enfin, moi, je ne sais pas, quelque part, ça, à titre personnel, ça me perturbe un petit peu, parce qu'on on pourrait poser la question de savoir si, est-ce que ça ferait vraiment si plaisir que cela à des gens, à des hommes notamment qui ont combattu, quelle que soit la guerre, qui n'avaient rien demandé à personne, de voir d'autres qui, pour certains, se déguisent en quelque sorte pour représenter ça. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas de réponse ferme si vous voulez, mais je pense que ça reste ambigu. Et, mais ça peut être un vecteur, je pense. Ça peut être un vecteur. Mais, enfin, à mon avis, hein, c'est exactement le même. Il y a parmi les gens qui écoutent une de mes étudiantes, je l'ai vue, enfin, j'ai vu son nom, mais pour moi c'est typique, c'est comme vous savez dans les documentaires, notamment par exemple à Arte ou je ne sais où, maintenant on ne peut plus s'empêcher de faire des images de reconstitution. Bon, je trouve ça un petit peu, des fois les documents suffisent ou des images d'archives suffisent, hein, mais voilà, il faut incarner maintenant. Je trouve, bon. Merci beaucoup pour avoir répondu aux questions du public. Donc moi, j'aurais également des questions plus sur le concept de lieu de mémoire en Allemagne. Le concept de lieu de mémoire existe-t-il en Outre-Rhin? De l'autre côté du Rhin aussi, quels sont les lieux de mémoire et quelle architecture se distingue justement, permettent de distinguer en Allemagne, en France, comment distinguer les lieux de mémoire?
Oui, alors là, je prends mes notes parce que je ne suis vraiment pas spécialiste de cette question, mais finalement, le concept de lieu de mémoire, il existe en Allemagne, mais si on suit l'historien allemand Gerd Krumeich, qui est un spécialiste de l'histoire de la Première Guerre mondiale et de la mémoire de cette guerre, eh bien, Krumeich, il rappelle qu'il faut distinguer en fait deux notions en Allemagne. D'une part, les lieux du souvenir, Gedenkstätte, et les lieux de commémoration, Gedächtnisstätte. Et donc, le lieu de souvenir, pour les Allemands, c'est un lieu où on commémore des événements du passé, le plus souvent en lien avec un carnage guerrier. L'autre terme, c'est finalement un néologisme justement qui traduit l'expression française de lieu de mémoire, hein, cette expression qu'on doit à Pierre, à Pierre Nora. Et puis, il faut d'ailleurs souligner que on a publié aussi en 2002 l'équivalent des lieux de mémoire pour l'Allemagne, hein, un ouvrage d'Étienne François et d'Hagen Schulz qui s'appelle Erinnerungsorte, et donc qui est l'équivalent pour l'Allemagne des lieux de mémoire de Nora. Donc voilà en tout cas pour la notion. Et puis bon, pour ce qui est des lieux de mémoire en Allemagne, hein, ils sont aussi innombrables. Aussi bien pour la Première Guerre mondiale avec la Nouvelle Garde à Berlin, qui était le cadre finalement du soldat inconnu allemand. On a tous les monuments qui renvoient à la période nazie et à la Seconde Guerre mondiale, avec les restes de camps, les vestiges de camps de concentration. Le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe, donc, qui a été construit à Berlin en 2005. Et puis, on a aussi des choses particulières comme le mémorial du mur de Berlin et les autres sites justement liés à cette mémoire-là. Alors, en effet, cette idée, ce concept, qui s'est traduit notamment justement par l'ouvrage que vous avez noté, hein, celui de François Schulz, Erinnerungsorte. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir déjà les tâtonnements qu'il y a eu pour éviter comment traduire cela en allemand, hein. C'est pour ça, Erinnerung, c'est pour éviter le terme de Gedächtnis qui était un peu trop emprunt aussi de nazisme, hein, a priori. Donc, quand on lit Étienne François, mais notons quand même qu'il y a quand même un Français dans l'affaire. C'est pas pour dire que les Allemands ont besoin de nous pour penser, c'est pas du tout ça. Mais on peut se poser la question le bouquin a eu beaucoup de succès, de ce que je sais, hein, mais on peut se poser la question quand même de la réception de ce concept de lieu de mémoire. Je parle dans la société allemande, hein, je parle vraiment de l'idée. Après, concernant les lieux, hein, il y en a beaucoup qui ont déjà été évoqués. Et ce qui est assez intéressant de voir aussi, c'est que vous avez des lieux de mémoire. Alors, à moins de me tromper, par exemple, Verdun, je ne crois pas qu'il y soit dans les 3 tomes. La version vraiment 3 tomes, je ne crois pas qu'il y soit. Mais en revanche, par exemple, Auschwitz y est. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les Allemands ont intégré dans leur lieu de mémoire des lieux extérieurs à leurs frontières, si vous voulez. Mais parce que ça montre aussi la question de la digestion, si l'on peut dire, du passé nazi, hein. Il y a des choses qui sont très allemandes, mais il n'y a pas que ça. Et c'est assez intéressant sur justement ce fameux travail, travail d'histoire. Mais après, sur l'usage même, hein, de ces lieux de mémoire, mais je pense qu'il y a quand même une différence fondamentale avec la France, c'est lié au passé. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas parce que c'est mieux en France, ça n'a rien à voir. C'est simplement que le passé de type centralisateur et jacobin, avec tous ses défauts, mais aussi avec ses fantasmes et ses réalités, y compris sous l'Ancien Régime, on n'a pas ça, outre-Rhin. C'est-à-dire que vous avez quand même la structure d'empire, je parle du Saint-Empire avant 1806, puis après une structure aussi assez éclatée avant la première vraiment union allemande 1871. C'est moins propice peut-être à des gros lieux, si vous voulez, forts lieux. Mais bon, c'est qu'une vision assez rapide des choses, hein.
Vous évoquiez, Nicolas, la question du soldat inconnu. Hein. Il me semble que la Neue Ware à Berlin, c'est quand même aussi lié justement aux victimes. C'est-à-dire que ce n'est pas que le soldat, c'est plus... Parce qu'il y a le problème, alors là, la mémoire me fait défaut, mais en Prusse orientale, il y a un monument, mais justement, qui était avant tout prussien, avant d'être allemand. C'est aussi ça le souci. Hein. C'est pareil, il y a un monument dédié aux marins de la Kriegsmarine. Voilà, mais à titre personnel, je ne suis pas capable de vous dire est-ce que ce sont vraiment des lieux de mémoire, si vous voulez, ou ce sont des lieux d'une mémoire plutôt militaire, parce qu'il y a bien sûr l'armée toujours en Allemagne, etc., et d'un souvenir militaire, parce qu'il y a toujours des cérémonies qui ont lieu là, pour ce monument de la marine. Mais après, je ne sais pas s'il y a le même type de digestion. Je pense qu'il y aura un révélateur. Est-ce qu'il y a dans l'édition allemande touristique l'équivalent, entre guillemets, de notre guide de routard sur les lieux de mémoire? Moi, j'en connais en Lorraine, ça me fait sourire. Enfin, bref. Je pense que ce sera un révélateur de la société, enfin, d'une forme de digestion, si vous me passez cette expression. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre? Je vais laisser la parole à Garance pour conclure. Puis merci beaucoup pour avoir répondu à toutes nos questions et ainsi que du public. Oui, et on conclut à 19h59 et la conférence finit à 20h, donc il est 20h, ça y est. Incroyable. Donc, merci déjà à tous les deux d'avoir travaillé avec nous sur la conférence, d'avoir été là ce soir avec nous pour répondre à toutes les questions, comme a dit Romane. Merci à Romane d'avoir commodéré la conférence avec moi et d'avoir aussi travaillé beaucoup sur la conférence. Et merci aussi au public pour ses questions, pour sa présence. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à tenir cette conférence avec vous tous. Et donc la prochaine conférence Lieu de mémoire, c'est lundi prochain, le 8 mars. Et puisque nous sommes des gens extrêmement originaux, nous allons le faire sur le thème des femmes. Et donc plus précisément de la BD Tête de Mule, 6 jeunes Alsaciennes en résistance. Et nous recevrons Étienne Gendrin, qui est l'auteur de cette BD, et la youtubeuse La Prof, pour parler donc de la résistance en Alsace, mais aussi des femmes et de la condition des femmes pendant les conflits. Merci à tous et une très bonne soirée. Merci à vous. Aussi. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.